On dit que le Canada est le pays des opportunités, de grands espaces, des gens accueillants et des maisons encore abordables. Mais que se passe-t-il si ces aubaines ont un prix dont personne ne parle? Dans les villes où le logement est abordable, la sécurité, elle, ne l'est souvent pas. Derrière ces prix bas se cachent des hivers rigoureux, l'isolement, des emplois sous-payés et une criminalité qui transforme les rues tranquilles en champs de bataille. Des villes pétrolières aux ports gelés, chaque province recèle une ville où survivre coûte moins cher que le confort et est bien plus dangereux. Bienvenue dans l'autre facette du logement abordable au Canada, où chaque maison bon marché raconte une histoire de risque, de résilience et d'espoir. Commençons. Partie 1. L'Ouest violent, la criminalité au-delà des Rocheuses. 1. Au Surrey, Colombie-Britannique. De loin, Surrey semble ordinaire, une banlieue idyllique au sud de Vancouver. Les maisons qui coûtaient à peine 200 000 $ dans les années 1990 se vendent aujourd'hui 10 fois plus cher, et pourtant, les rues de la ville racontent une toute autre histoire. La prospérité immobilière a creusé un fossé entre les quartiers. Les nouveaux arrivants, attirés par des logements abordables, et les résidents de longue date voient leurs taxes foncières grimper plus vite que leurs salaires. Derrière ce marché étincelant, les rapports de police révèlent une violence latente, fusillades entre gangs, surdoses de fentanyl et guerres de territoire qui ont débuté il y a des décennies dans le Lower Mainland. Ce qui n'était au départ qu'un petit trafic via la frontière américaine toute proche s'est transformé en un vaste réseau de trafic de drogue brassant des millions de dollars. Chaque nouvelle tour d'habitation dissimule le fantôme du vieux Surrey. Cependant, la géographie elle-même alimente le danger. Situé entre les ports du Pacifique et deux importants points de passage frontaliers, Surrey est un paradis logistique pour les trafiquants. Des conteneurs de marchandises légales côtoient des marchandises illicites et le fentanyl, ce poison de synthèse qui bouleverse la courbe de mortalité au Canada, circule avec une facilité alarmante. Si Vancouver fait la une des journaux, c'est Surrey qui encaisse les homicides. Son taux d'homicide est bien supérieur à la moyenne nationale et chaque année, des dizaines de fusillades entre gangs transforment des rues tranquilles en champs de bataille. Les agents immobiliers continuent de la qualifier de « Vancouver abordable ». Les habitants appellent ça simplement la survie. Si vous ne vous abonnez pas, vous continuerez à courir après les maisons bon marché sans connaître les pièges qu'elles recèlent. Abonnez-vous et découvrez le véritable coût d'une vie abordable au Canada. Pourtant, ce qui rend Surrey si troublant, c'est son apparente banalité. Centres commerciaux, écoles et parcs familiaux côtoient des quartiers où des adolescents portent des armes non par effet de mode, mais par peur. Des opérations policières comme le Projet Torque tentent de démanteler le réseau de recrutement des jeunes, mais de nouveaux groupes apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. La promesse d'une maison abordable et d'une vie meilleure a attiré des dizaines de milliers de personnes ici au cours des 20 dernières années. Il en résulte une ville prise entre rêve et cauchemar, un endroit où chaque nouveau toit est bâti sur de vieilles blessures. Et pourtant, les gens continuent d'affluer. L'espoir à la vie dure. 2 en Edmonton, Alberta. À Edmonton, l'histoire n'est pas celle de la croissance, mais celle de la gravité. La ville a prospéré grâce au pétrole, profité de la manne financière et s'est effondrée avec le prix du baril. Après 2015, le secteur énergétique a connu des difficultés, et les rues aussi. La criminalité violente a explosé de près de 40% en 5 ans, faisant d'Edmonton la capitale des agressions de l'Ouest canadien. La ville a de la beauté, vallée fluviale, patrimoine architectural en briques, vaste parc, mais son centre-ville révèle une réalité plus dure. Des tentes bordent les avenues gelées, des pipes à méthamphétamine brûlent sous les gratte-ciels et les sirènes résonnent dans le froid. Une seule nuit de janvier peut faire descendre la température sous les moins 35 degrés. Le froid ne gèle pas seulement la peau, il gèle aussi les opportunités. Le déclin économique a laissé à Edmonton un fléau plus difficile à réparer que les infrastructures, l'espoir. Les pertes d'emplois dans la construction et l'énergie ont alimenté un cycle de désespoir auquel les programmes sociaux de la ville n'ont pas pu faire face. Les vols et cambriolages ont explosé dans les zones industrielles où les usines bourdonnaient autrefois de vie. Les récidivistes comparaissent devant les tribunaux à un rythme effréné, chaque libération étant suivie d'un nouveau cambriolage. Le service de police d'Edmonton consacre la majeure partie de son budget à la réaction plutôt qu'à la prévention. Même avec le prix moyen des maisons le plus bas de toutes les grandes villes de l'Ouest canadien, les acheteurs hésitent. Un bungalow bon marché ne vaut rien si l'on ne s'y sent pas en sécurité. Mais le plus surprenant, c'est à quel point le déclin est devenu visible. Les abribus se transforment en logements de fortune, des pâtés de maisons entiers de commerces abandonnés sont couverts de graffitis et leurs vitrines sont barricadées. Des groupes communautaires tentent de rétablir la confiance grâce à la surveillance de quartier et à des programmes de réhabilitation, mais le problème les dépasse.
Même l'immensité de la ville joue contre elle. Les forces de police sont dispersées sur un territoire plus vaste que Toronto, Montréal et Vancouver réunis. La criminalité se propage plus vite que les voitures de patrouille. Pourtant, les habitants d'Edmonton persévèrent, unis par une ténacité typique des prairies qui refusent de se figer. C'est ce qui fait vivre la ville et ce qui la maintient sous tension. 3. North Battleford, Saskatchewan. Si Sorel symbolise la lutte pour l'avenir et Edmonton la chute de la prospérité, North Battleford en est l'après-coup. Cette minuscule ville des prairies, qui compte à peine 14 000 habitants, est considérée depuis des années comme l'endroit le plus dangereux du Canada par habitant. Son indice de gravité des crimes violents y est souvent le double de la moyenne nationale, surpassant même Toronto, Winnipeg et Vancouver. Pourtant, en parcourant sa rue principale, on ne voit rien de spectaculaire, seulement de vieux bâtiments de briques, des peintures murales défraîchies et un ciel si vaste qu'il ressemble à un océan. Ce n'est pas une ville de gangsters, c'est une ville de survivants. Mais la frontière entre les deux peut s'estomper lorsque la pauvreté s'attarde trop longtemps. Des décennies de déclin économique ont fragilisé North Battleford. Les usines ont fermé, les emplois ferroviaires ont disparu et les jeunes ont fui vers l'ouest en quête de travail. Ceux qui sont restés font face à des taux de chômage 2 fois supérieurs à la moyenne provinciale et à un revenu médian bien inférieur à celui de Saskatoon. Ces vides sont rarement inexistants. Ils se remplissent de drogue, de désespoir et de détresse. Les opioïdes et la méthamphétamine sont devenus une forme d'évasion. Les communautés autochtones qui représentent la moitié de la population de la ville en subissent les conséquences les plus graves, leurs difficultés étant souvent ignorées par les financements provinciaux et les promesses fédérales. Ici, appeler le 911 n'est pas un appel à l'aide, mais un rituel de survie. Malgré tout, la ville connaît des moments d'espoir. Chaque printemps, des bénévoles effacent les graffitis. Des agriculteurs locaux font don de nourriture aux écoles où le petit déjeuner est parfois le seul repas. Mais pour chaque geste de bonté, une autre fenêtre est condamnée. Le marché immobilier est parmi les plus abordables du Canada. Une maison de 3 chambres peut coûter moins de 120 000 $ et pourtant, nombre de logements restent vides. L'accessibilité financière ne signifie rien sans stabilité. La ville est prise dans un cercle vicieux. La pauvreté engendre la criminalité provoque l'émigration et l'émigration aggrave la pauvreté. Pourtant, par temps clair, le soleil des prairies fait scintiller la poussière comme de l'or. Même en déclin, une beauté persiste. Partie de haut, l'effondrement du centre, quand l'industrie meurt, la criminalité augmente. 4. Winnipeg, Manitoba. Winnipeg était jadis le joyau industriel des prairies, un centre névralgique du commerce et de l'ambition. Aujourd'hui, elle se trouve au carrefour de la beauté et de la brutalité. Statistiquement, elle arrive en tête du pays en matière d'homicide année après année, un triste record dû non seulement aux gangs, mais aussi au cycle de pauvreté et d'exclusion. Le quartier nord, avec ses rues gelées et ses lumières vacillantes, raconte une histoire que l'argent peine à atteindre. Ici, une vieille maison peut se vendre 90 000 $, un rêve pour tout acheteur ailleurs au Canada. Pourtant, ce rêve s'accompagne de barreaux aux fenêtres et de sirènes de police qui rythment les nuits de la ville. Cependant, ce qui distingue Winnipeg, ce n'est pas seulement sa violence, mais aussi sa persistance. La population autochtone de la ville, l'une des plus importantes du pays, est victime d'une négligence systémique qui remonte à plusieurs générations. Les programmes sociaux promettent du réconfort, mais s'effondrent sous la demande. La toxicomanie, en particulier la méthamphétamine et les opioïdes, a érigé des murs invisibles entre les quartiers. D'un côté, des banlieues cossues et des cafés flambants neufs resplendissent, de l'autre, des rues sombres dans l'abandon. Entre les deux se dresse une frontière psychologique, une frontière qu'aucun pont n'a encore franchie. Chaque ville canadienne a ses contrastes. Winnipeg, elle, est marquée par la confrontation. Pourtant, le froid soude les gens d'une manière étrange. Ici, les hivers descendent jusqu'à moins 40 degrés, assez longtemps pour briser les esprits et endurcir les cœurs. Ceux qui restent le font par famille, par tradition et par une loyauté indéfectible envers un lieu qui refuse de disparaître. C'est une ville où la musique, l'art et la ténacité coexistent, où la beauté ne réside pas dans la sécurité, mais dans la résistance. Le logement est peut-être bon marché, mais le prix émotionnel, lui, ne l'est pas. La devise officieuse de la ville pourrait bien être « On ne vient pas à Winnipeg pour le confort, on vient ici pour endurer ». Mais l'endurance a ses limites. Les hôpitaux signalent un nombre record de surdoses. Le taux d'homicide augmente malgré l'accroissement du budget policier. La frontière entre la survie et l'effondrement se réduit d'année en année. Et pourtant, chaque printemps, lorsque la rivière rouge dégèle et que le soleil perce la glace, Winnipeg renaît pendant quelques semaines. Les gens plantent, peignent, reconstruisent comme pour prouver que l'espoir peut encore être moins coûteux que la peur.
Reste à savoir si cela durera encore 10 ans. 5 Thunder Bay, Ontario. Tout à l'est de Winnipeg, là où le lac supérieur se perd à l'horizon, se trouve Thunder Bay, une ville de contradictions si profonde qu'elle pourrait couper du verre. Jadis un port prospère pour le papier, le transport maritime et le bois, elle porte désormais une autre étiquette, celle de capitale canadienne du meurtre, par habitant. Pendant des années, sa violence s'est dissimulée derrière les vagues et les arbres. Puis, les gros titres nationaux l'ont rattrapé. Les agressions, les violences sexuelles et les crimes haineux ont explosé. Les enquêtes ont mis au jour des décennies de racisme systémique, en particulier envers les jeunes autochtones retrouvés morts dans les rivières et les ravins. Pour de nombreux Canadiens, Thunder Bay est devenu un miroir, reflétant tout ce que le pays préférait ignorer. Cependant, sa tragédie n'est pas seulement sociale, elle est structurelle. Lorsque les usines de pâte à papier ont fermé et que le transport maritime a ralenti, des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Les maisons qui abritaient autrefois des familles fières ont été vendues pour une fraction de leur valeur. On peut encore y trouver des maisons individuelles à moins de 150 000 $, moins cher qu'un studio à Toronto, mais le prix est rarement synonyme de tranquillité. Nombre de ces maisons se trouvent à proximité de quartiers où le trafic de drogue est plus fréquent que les offres d'emploi. L'effondrement de l'industrie n'a pas seulement vidé les poches, il a aussi sapé l'identité. Les habitants de Thunder Bay étaient des bâtisseurs, des marins, des ouvriers, et lorsque ce monde a disparu, le sens même de leur existence s'est évanoui. Parallèlement, l'isolement de la ville a aggravé la situation. À des centaines de kilomètres des grands centres urbains, Thunder Bay est devenu à la fois un refuge et un piège. La nature environnante est époustouflante, forêt dense, rivière froide, ciel infini, mais cette beauté peut être cruelle lorsqu'elle masque le désespoir. Les centres de désintoxication sont saturés. Les enquêtes policières sont entravées par des accusations de partialité et de négligence. Des familles autochtones manifestent avec des pancartes où l'on peut lire « Justice pour nos enfants », tandis que les élus promettent des changements qui tardent à venir. Ici, la criminalité semble cyclique, comme les marées du lac. Elle se retire à une saison, puis revient en force la suivante. Malgré tout, une force intérieure subsiste sous la douleur. Des jardins communautaires fleurissent là où se dressaient autrefois les usines. Des collectifs d'artistes et des groupes de musique locaux transforment la souffrance en protestation. Certains habitants restent, non par optimisme, mais par résistance, un refus de laisser leur ville devenir un simple exemple à ne pas suivre. Le coût de la vie demeure parmi les plus bas de l'Ontario, mais le véritable prix à payer est émotionnel, une vigilance constante, un deuil permanent. Les habitants de Thunder Bay vivent avec un œil rivé sur l'horizon, là où le soleil se lève sur le lac, et l'autre sur la terre ferme, où le souvenir refuse de trouver le repos. Au fait, ne vous abonnez pas, et la prochaine fois que vous verrez une maison à prix cassé, vous ignorerez tout des hivers rigoureux, de la criminalité et du silence qui y règne. Abonnez-vous dès maintenant, avant de vous laisser prendre au piège. Partie 3, Ombres organisées, le crime sous les projecteurs du Québec. Si Montréal, Québec. Montréal est une ville paradoxale, une ville où histoire et modernité coexistent, où l'atelier d'un artiste peut partager un mur avec une planque et où le même port qui accueille le commerce mondial est aussi le théâtre de la contrebande. C'est le cœur culturel du Canada et pourtant, statistiquement, l'un de ses écosystèmes criminels les plus complexes. Le port de Montréal, qui traite plus de 35 millions de tonnes de marchandises chaque année, est à la fois une plaque tournante pour les biens légaux et les stupéfiants. Les douaniers n'interceptent qu'une fraction de ce qui transite par ces quais, le reste s'écoulant invisiblement dans les veines du pays. L'élégance européenne de la ville masque un empire logistique criminel. Pourtant, le crime organisé ici n'est pas synonyme de chaos, c'est un héritage. Depuis un demi-siècle, Montréal est le théâtre des plus puissants syndicats du Canada, la famille Rizzuto, les Hells Angels, le gang de West End. Ils ont transformé la ville en un échiquier d'influence, les motards contrôlant les routes de la drogue, les mafieux gérant les jeux de hasard et les gangs de rue imposant l'ordre par l'intimidation. En 2013, l'assassinat du parrain Nicolo Rizzuto Jr. a ébranlé la hiérarchie, mais pas la structure. Même après les descentes de police et les procès, les réseaux s'adaptent. Comme la glace en hiver, ils fondent, se reforment et reviennent plus forts. Pendant ce temps, la beauté de Montréal alimente son aveuglement. Les touristes sirotent un espresso dans les cafés du plateau, ignorant qu'à quelques stations de métro de là, des coups de feu résonnent dans Saint-Michel ou Montréal-Nord. Ces quartiers racontent une histoire plus discrète, celle de la pauvreté, de l'immigration et des barrières invisibles qui entravent l'accès aux opportunités. Le coût du logement y demeure inférieur à celui de Toronto ou de Vancouver, pourtant les inégalités se creusent d'année en année. Un petit appartement peut coûter 1 200 $ par mois, mais dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Le loyer est payé dans la crainte et la lassitude.
Alors même que des immeubles en copropriété poussent comme des champignons le long du canal de la Chine, les habitants murmurent que la prospérité a des frontières invisibles sur les cartes. Malgré tout, la ville prospère et c'est ce qui rend son danger si particulier. Ici, le crime ne détruit pas, il coexiste. Il s'adapte à la mondialisation, passant des transactions clandestines aux transferts numériques, des coins de rue aux serveurs cryptés. Le milieu criminel montréalais ne se limite plus à la cocaïne ou à l'extorsion. Il englobe la cyberfraude, le blanchiment d'argent en crypto-monnaie et les réseaux de contrebande internationaux, rendant les arrestations locales presque vaines. En 2024, les forces de l'ordre ont signalé une augmentation de 25% des opérations de trafic de stupéfiants liées à des cartels étrangers et effectuées via Internet. L'ennemi, semble-t-il, ne porte plus de blousons de cuir, il porte des costumes et détient des mots de passe Wi-Fi. Mais le plus surprenant, c'est à quel point la ville accepte cette dualité. Les Montréalais plaisantent en disant que la corruption fait partie intégrante de son patrimoine. Des scandales de construction au pot de vin politique, une culture du compromis discret est profondément ancrée. Les gens continuent de vivre, de rire et de danser malgré les contradictions. Les festivals se poursuivent, les lumières scintillent, et pourtant, sous la musique résonne une peur sourde, la peur que le pouvoir à Montréal ne soit pas élu, mais hérité. C'est un lieu où ambition et danger se côtoient. Pourtant, pour beaucoup, le jeu en vaut la chandelle. Montréal demeure l'une des villes les plus abordables au monde compte tenu de sa taille, offrant charme et dynamisme à moitié prix de Toronto ou de New York. Étudiants, artistes et entrepreneurs affluent, attirés par les opportunités et la beauté, souvent sans se douter de l'histoire qui se tâche sous leurs pieds. Les mêmes entrepôts aujourd'hui transformés en ateliers d'artistes servaient autrefois à entreposer armes et argent liquide. Les mêmes ruelles pavées qui résonnent encore des rires ont jadis été le théâtre des pas des coursiers de la mafia. Chaque rue de Montréal est un palimpseste où le luxe se confond avec le crime et le crime avec le luxe. De cette coexistence découle une dimension presque philosophique du travail policier. Le service de police de la ville de Montréal est à la fois vigilant et épuisé, jonglant entre images publiques et un flot incessant d'enquêtes. Les policiers sont confrontés à un paradoxe, une ville qui exige la sécurité mais qui encense le secret. La bureaucratie du système judiciaire québécois ralentit les condamnations, permettant à de nombreux réseaux criminels de survivre à leurs poursuivants. La ville fonctionne comme une machine. Chaque rouage, aussi corrompu soit-il, maintient le rythme. Arrêter une pièce, c'est paralyser l'ensemble. Pourtant, tout n'est pas délabré. Les communautés résistent encore. Des citoyens organisent des patrouilles de quartier, des journalistes dévoilent les réseaux, des militants exigent des comptes. La même flamme qui brûle dans la vie nocturne montréalaise brûle dans sa résistance. C'est cette dualité et la résilience au milieu de la pourriture qui définit la ville. Les Français l'appellent l'esprit de survie. Et Montréal, malgré toutes ses contradictions, arbore cet esprit comme un emblème. Mais il y a quelque chose de plus subtil à l'œuvre, une règle tacite qui règne au Québec. Ici, la violence est sélective. Elle ne frappe pas au hasard comme dans d'autres provinces, elle cible, négocie et se réajuste. Une voiture piégée devant un restaurant, un corps dans la rivière, une disparition soudaine, autant de messages et non de la folie. Cette précision isole les citoyens ordinaires, permettant ainsi à l'illusion de la paix de perdurer. Le danger est réel mais lointain, discret mais efficace. C'est ce qui le rend terrifiant. Parallèlement, le coût de la vie à Montréal, bien qu'en hausse, attire toujours de nouveaux arrivants en quête d'équilibre. Montréal est l'une des dernières grandes villes d'Amérique du Nord où l'art et l'accessibilité financière coexistent. Pourtant, ce même attrait alimente le crime organisé. La demande de logements bon marché engendre des locations non réglementées. Les investissements étrangers blanchissent de l'argent sale par le biais de l'immobilier. En 2025, des analystes ont rapporté que près de 8% des nouveaux achats de logements dans le Grand Montréal étaient liés à des comptes offshore. Le crime ne se contente pas de vivre ici, il y a investi. Partie 4, l'Est fragile, petite ville, grand crime. 7 Saint-John, Nouveau-Brunswick. Saint-John est plus ancienne que le Canada lui-même, un port qui vibrait autrefois au rythme des chantiers navals, des exportations de bois et des raffineries de pétrole. Aujourd'hui, le quartier fait figure de vestige, grues rouillées, entrepôts vides et rues étroites bordées de maisons vendues à moins de 180 000 $, à peine la moitié du prix moyen national. Sur le papier, c'est une aubaine, maisons abordables, faible coût de la vie et charme du bord de mer. Mais à Saint-John, cette accessibilité financière cache une réalité plus sombre. L'indice de gravité de la criminalité y est le plus élevé du Nouveau-Brunswick et les crimes contre la propriété y ont triplé au cours des 10 dernières années. Pour chaque famille qui s'y installe en quête de tranquillité, une autre la quitte, fuyant la peur de la catastrophe.
L'effondrement de l'industrie a engendré bien plus que du chômage, il a créé un vide. Les jeunes ont fui vers l'ouest, en Alberta ou en Ontario, laissant derrière eux des parents vieillissants et des maisons vides. Nombre de ces maisons abandonnées sont devenues des repères de toxicomanes, d'abord des analgésiques, puis de la méthamphétamine et maintenant du fentanyl. Les descentes de police révèlent une nouvelle géographie de la dépendance, des sous-sols transformés en laboratoires clandestins, des écoles en refuges et des ruelles du centre-ville en pharmacie à ciel ouvert. La crise des opioïdes ne s'est pas abattue ici comme une tempête, elle s'est insidieusement installée. Elle est silencieuse, mais omniprésente. Pourtant, la résilience des habitants de St. John's est farouche. Les voisins veillent encore les uns sur les autres. Les pêcheurs partagent leurs prises avec les familles qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Les églises servent à la fois de banques alimentaires et de centres de désintoxication. Même dans le déclin, la communauté persiste, fragile mais déterminée. Pourtant, les statistiques sont implacables. Les agressions violentes ont doublé depuis 2018. Dans certains quartiers, le nombre de cambriolages dépasse désormais celui des naissances. La police, sous-financée et en sous-effectif, admet lutter davantage contre l'épuisement que contre les criminels. Pour chaque rue reconquise, 2 lui échappent. Saint John demeure une ville de contraste, un port magnifique cerné par un désespoir silencieux. Vie Halifax, Nouvelle-Écosse. Halifax, en comparaison, semble vibrante, une ville d'étudiants, de marins et d'histoire. La base navale bourdonne, les universités débordent et le front de mer vibre d'énergie. Pourtant, sous cette vitalité se cache une certaine instabilité. Halifax est depuis longtemps le cœur battant des maritimes et les cœurs, lorsqu'ils sont mis à rude épreuve, peuvent se briser. Ici, la criminalité violente se concentre dans des zones restreintes, les quartiers animés du centre-ville, les quartiers à faible revenu comme Uniacke Square et les zones de passage près de la rue Göttingen. Ce qui la rend dangereuse, ce n'est pas son ampleur, mais son imprévisibilité. Une nuit ordinaire, des agressions à l'arme blanche, des bagarres et des vols peuvent éclater à quelques pâtés de maisons d'immeubles de luxe dont les appartements se vendent à $1 demi-million. Le contraste est saisissant, la richesse côtoie la misère, le glamour côtoie la dureté de la vie. La population d'Halifax a connu une croissance rapide, alimentée par l'afflux d'étudiants internationaux et de nouveaux arrivants attirés par des loyers plus abordables qu'à Toronto ou Vancouver. Mais face à cette demande croissante, les loyers s'envolent, excluant de fait les Haligoniens de la classe ouvrière. Il en résulte une fracture sociale grandissante. Des jeunes partagent des appartements surpeuplés tandis que des logements de luxe vides brillent le long du port. C'est l'histoire classique de l'accessibilité au logement qui se fragilise et de cette fragilité qui dégénère en violence. Malgré tout, Halifax conserve le mythe de la convivialité. Ce n'est pas si mal, disent les habitants, minimisant l'importance des gros titres sur la hausse des agressions. Pourtant, les statistiques dressent un tout autre tableau. Une augmentation de 22% des crimes violents depuis 2020, alimentés par l'alcool, la drogue et les bandes de jeunes cherchant à s'enrichir rapidement sur des marchés restreints. La vie nocturne d'Halifax est à la fois son charme et son fléau. Les bars débordent sur les rues où les disputes dégénèrent en rixes au couteau et où une seule mauvaise décision peut coûter une vie. Les patrouilles policières se succèdent, mais l'énergie de la ville impatiente, jeune, mi-ivre, mi-rêveuse est difficile à contenir. Cependant, le combat d'Halifax va bien au-delà de la criminalité. Il s'agit d'identité. Pendant des siècles, ce fut un port actif, un lieu défini par le labeur et la loyauté. Aujourd'hui, la ville se transforme en une économie de services, un pôle éducatif, une destination pour les télétravailleurs qui peuvent s'offrir ce que les locaux ne peuvent plus se permettre. Le changement culturel est subtil mais profond. Le vieux Halifax, celui qui construisait des navires et forgeait des histoires, s'efface, remplacé par une ville qui cherche encore sa voie. Et dans cette incertitude, le danger se niche. 9e St. John's, Terre-Neuve et Labrador. Plus à l'est, là où l'Atlantique gronde et où les falaises découpent l'horizon, St. John's se dresse seul, coloré, tenace, poétique. Ces maisons en rangées aux couleurs vives tapissent les collines comme un optimisme peint sur la dureté de la vie. Pendant des décennies, le pétrole a été son moteur. Les plateformes pétrolières offshore ont apporté richesse, emploi et fierté. Puis le prix du pétrole s'est effondré, entraînant tout le reste dans sa chute. Le taux de chômage a dépassé les 10%, l'exode rural a décimé la jeunesse et les commerces du centre-ville ont fermé leurs portes les uns après les autres. Dans le vide laissé par l'effondrement de la prospérité, la méthamphétamine et les opioïdes ont trouvé leur terrain fertile. Saint-Jean était autrefois l'une des villes les plus sûres du Canada. Mais depuis 2019, la criminalité violente a augmenté de plus de 40%, une hausse que les habitants ont encore du mal à croire. Les agressions, le vandalisme et les infractions liées à la drogue dominent les rapports de police.
Les petits vols, jadis rares dans cette ville réputée pour son honnêteté, font désormais partie du quotidien. Les résidents verrouillent leurs portes comme ils ne le faisaient jamais auparavant et les commerçants cachent leur argent sous le plancher. Dans un endroit où tout le monde se connaissait, la confiance est devenue un luxe. Ce que beaucoup n'avaient pas vu venir, c'est le coût culturel. Le boom pétrolier avait masqué de profondes inégalités. À son terme, le fossé est devenu criant. De jeunes hommes qui travaillaient autrefois en mer pour des salaires à 6 chiffres sont rentrés chez eux sans économie, sans but et, souvent, dépendants. Les services de santé mentale de la ville étaient saturés. Les ressources policières étaient limitées, contraintes de couvrir des quartiers tentaculaires et des zones rurales isolées. La géographie elle-même dispersée, accidentée et isolée allonge les délais d'intervention et rend le confinement plus difficile. Et pourtant, malgré tout, St. John's garde le sourire. L'humour terre-neuvien est un mécanisme de défense, le rire masquant la perte. Malgré tout, l'espoir ici est différent. Il est plus discret, façonné par la foi, la musique et l'air marin. Les habitants se retrouvent encore au port pour parler de pêche, des tempêtes ou de tout et de rien. La communauté existe par fragments, des fragments forts et tenaces. Mais les chiffres restent alarmants. D'ici 2025, les décès par surdose ont triplé par rapport au niveau pré-pandémique et la petite délinquance est devenue un bruit de fond accepté. Les touristes viennent toujours pour les paysages, la gentillesse, les rues dignes d'un conte de fées. Peu réalisent à quel point ces rues sont proches de s'effondrer. Dit Charlottetown, île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard a toujours été l'âme paisible du Canada, falaises rouges, marées calmes, champs de pommes de terre et soirées tranquilles. Sa capitale, Charlottetown, est si petite que la plupart des gens connaissent encore le nom de leur mère. Pendant des décennies, elle a été synonyme de sécurité. Portes non verrouillées, vélos sans chaîne, enfants libres de vagabonder. Mais même le paradis a ses failles. Ces dernières années, la petite délinquance a explosé. Cambriolage, vandalisme et conduite avec facultés affaiblies augmentent plus vite que la population. Pour une ville d'à peine 40 000 habitants, même de faibles pics sont vécus comme des séismes. Au début, on a mis ça sur le compte des aléas de la croissance. Charlottetown s'est développé rapidement depuis 2020 sous l'effet du télétravail et de la recherche de logements abordables par les retraités. Le boom immobilier de l'île a été sans précédent. Les prix ont presque doublé en 4 ans, tandis que les salaires stagnaient. Soudain, le rêve autrefois accessible d'un chalet avec vue sur l'océan s'est transformé en spéculation. La prospérité a engendré la pression, et la pression, la criminalité. La police attribue une grande partie de cette hausse à l'ennui des jeunes, au chômage saisonnier et à la consommation de substances. Pourtant, derrière ces statistiques se cache une réalité plus simple, une communauté mal préparée au changement. Malgré tout, la beauté de l'île demeure intacte. Les couchers de soleil embrasent toujours le golfe du Saint-Laurent d'Or et les pêcheurs déchargent toujours leurs prises comme avant. Mais l'innocence semble s'être estompée. Les mêmes touristes qui s'émerveillent de la gentillesse des habitants voient rarement les tensions croissantes, les files d'attente aux banques alimentaires, les abris de fortune près du parc municipal, le désespoir silencieux de ceux que le rêve qu'ils ont contribué à bâtir n'a plus les moyens de se loger. Les forces de l'ordre y restent peu nombreuses, presque proches les unes des autres, des agents qui ont grandi avec les personnes mêmes qu'ils doivent désormais arrêter. Dans un lieu si soudé, le crime est vécu personnellement. Cependant, l'histoire de Charlottetown est aussi un avertissement. La sécurité est fragile lorsqu'elle repose uniquement sur l'accessibilité financière. Terrain bon marché, rythme de vie tranquille, faibles impôts, autant d'atouts qui attirent les gens, mais qui masquent aussi des faiblesses systémiques, un système de santé limité, des programmes sociaux sous-financés et une économie dépendante du tourisme. Lorsque ces piliers vacillent, même le paradis peut s'effondrer. La ville reste plus sûre que la plupart, certes, mais pour combien de temps? Chaque génération espère que la paix durera, chaque décennie prouve le contraire.